Bon, on va pouvoir commencer. Voilà. Henriette, style, style, style. Merci. Voilà. D'abord, c'est super impressionnant parce que vous êtes vraiment très nombreux. Et bon, voilà, je vais essayer de ne pas être trop impressionné par le nombre, ni par le sujet. Euh, Au début, je vous avoue, j'avais envie de passer juste les diapos et puis de parler dessus. Et puis j'ai fait une tentative et au bout de la deuxième diapo, j'arrivais plus à parler. Donc j'étais pris par l'émotion. Donc je me suis mis à écrire et donc je suis désolé, je vais un petit peu lire. Ça va passer par le filtre de l'écriture et le filtre de l'écriture va apaiser l'émotion par rapport par rapport à Esther, que vous voyez là. Euh, alors, c'est vrai que ce soir, c'est assez particulier. J'ai repensé à Pessah, euh, à ce Pessah particulier d'après le 7 octobre, avec nos otages, nos soldats qui sont plus là, et puis ceux qui sont blessés, ceux qui se battent pour nous, qui fait qu'on peut être là ce soir. Donc là, vous avez une place qui est vide pour les otages avec des fleurs jaunes. Euh, on terminera par deux choses. On terminera par une bracha. Alors rassurez-vous, mais ça, vous êtes au courant, c'est pas moi qui vais la faire. C'est plutôt Jonathan qui est certainement par là. Voilà, il est là, donc il va la faire. Euh, donc j'ai pensé à Pessah. Quand on a passé ce Pessah, la question qu'on s'est posée, c'est on raconte une histoire du passé. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est pas grave. Quelqu'un dans la salle m'a dit une fois, c'était pas une histoire vraie, mais que c'était une vraie histoire. Donc on a raconté une vraie histoire, mais on n'a pas raconté une histoire du passé, on a raconté une histoire du présent, c'est-à-dire comment on devient libre. Il suffit pas de claquer des doigts et de dire ça y est, je suis plus esclave, je suis libre. Non, il y a un travail, il y a une pérégrination, ça met du temps. C'est un vrai travail. Et pour ce soir, pour Zikaron Bassalon, j'ai pensé aussi à ça, parce que on emploie souvent l'expression Zahor, se souvenir, on se souvient, mais il ne s'agit pas de se souvenir, il s'agit de penser au présent, il s'agit de réfléchir au passé et que le passé serve au présent. Et je me suis dit, contrairement à des années où j'avais parlé de mon grand-père, j'avais parlé avec Henriette, on avait parlé du papa d'Henriette, qui était déporté, je me suis dit, cette année, peut-être qu'on peut mettre en valeur non pas la déportation, non pas les rescapés, mais une femme, une mère, qui a, euh, qui a résisté, qui a eu une pulsion de vie qui fait qu'elle a passé toute la guerre. Je vais vous raconter comment. Et puis, euh, et puis en fait, elle a tout simplement sauvé ses deux enfants grâce à elle, grâce à son courage. Donc, je voulais la mettre en valeur. Je voulais la mettre en valeur ce soir. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que par rapport à ça, donc on a un devoir de mémoire, et, mais ce soir, donc ce jour de Yom HaZikaron, veille de Yom HaShoah, j'avais pas envie d'aller sur des voies tragiques et lacrymales, euh, mais plutôt sur celle de la résistance et comme je vous l'ai dit, sur la pulsion de vie. Euh, Esther, donc c'était ma grand-mère avec un nom prédestiné qui nous parle, qui évoque la résistance, qui évoque la Renaissance. Walter Benjamin nous parle d'un rendez-vous mystérieux pris entre les générations passées et la nôtre, et ce souffle d'air qui nous a précédés dans les voies
aïeux qui ont vécu la Shoah. Ce ne sont pas des voix du passé, elles résonnent en nous aujourd'hui. Je cite, hein, c'est Walter Benjamin qui dit ça. Donc je vais vous raconter la vie d'Esther Milstein, une femme libre, indépendante, une combattante de la vie. Je vais vous parler du passé, je vous parle du présent aussi. Le temps va être complètement découpé. Donc, on va revenir à l'âge de mes 20 ans. Je rends visite à Esther dans son appartement à Vincennes, puis nous parlons. Elle me raconte sa vie, elle me raconte sa vie d'avant la guerre. Et elle me confie un sidour de son père, que beaucoup d'années plus tard, je confierai à mon petit-fils lors de sa bar mitzvah. Euh, et puis, elle me montre des photos. Et il y a une graine de curiosité qui prend racine et qui me poussera vers la soixantaine à enquêter sur la famille. Alors, j'ai d'abord raconté la vie de son mari, Hirsch, qui a été déporté. Mais je vous avoue, aujourd'hui, ce soir, ce n'était pas lui mon héros. Mon héroïne, c'était Esther, l'origine de tout. Et c'est aussi un témoignage, donc je vais me répéter, surtout à toutes les femmes et les mères juives qui résistent. Alors tout commence au début du siècle, à ce qu'on appelle la Belle Époque. Euh, pour situer les choses, pour les contextualiser, donc les années 1900, c'est des belles années. Donc c'est les Jeux Olympiques à Paris, c'est l'exposition universelle, c'est la première ligne de métro. 1905, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, cette fameuse laïcité dont on parle. Et puis ensuite, après, il y a la guerre. Esther, elle voit le jour le 6 mars 1901 chez son père et sa mère. À l'époque, on accouchait à la maison. Elle est la fille de Meyer Milstein, qui est âgé de 36 ans, qui est cordonnier de son état, et de Rebecca Altera Chastopor, pas Rapoport, hein, Chastopor, qui a 38 ans, qui est sans profession. Ils sont domiciliés à Paris, passage Crachier, dans le 18e arrondissement. Esther est le 7e enfant de sa famille. Elle a 2 sœurs, Marie et Sarah, et 4 frères, Abraham, Salomon, Isaac et Georges. Il naîtra plus tard un 8e enfant, Léon, et une 9e fille, Germaine. Alors pourquoi le 18e arrondissement? Parce qu'à partir de 1882, le 18e arrondissement où est née Esther est le point de chute des Juifs fuyant les pogroms de Russie. Dans le 18e, dénommé la Nouvelle-Jérusalem, la population juive émigrée s'élève à près de 2000 personnes, 2000 juifs. Et le début du siècle, donc c'est ce qu'on appelle la Belle Époque, et qui voit côtoyer l'insouciance des bourgeois qui s'encanaillent au Moulin Rouge et la misère. Alors la famille, c'est une famille juive traditionnelle, je dirais très traditionnelle, c'est mon avis. Ce que j'essaie des parents d'Esther, c'est elle qui me le raconte, mais je le découvrirai plus dans les archives nationales. En 2013, on va passer du présent au passé. Donc en 2013, je me trouve aux archives nationales dans le dossier de demande de naturalisation de la famille dans dans un épais dossier rouge, BB 11 4305, dossier numéro 88 90 X04, qui contient 16 pièces, qui est enregistré le 31 décembre 1904 à la Cour d'appel de Paris. J'ouvre le dossier et je lis la première demande de naturalisation de Meyer. Il ne sait pas écrire, Meyer, donc il a demandé à un rabbin de sa connaissance de lui écrire une lettre. Dans cette lettre, il dit qu'il est un sujet russe, il est en France depuis 19 ans,
Il est arrivé en 1885. Il a 9 enfants, tous vivants, le dernier ayant 2 mois. Il désire depuis longtemps être français et cherche à obtenir gratuitement tous les papiers pour obtenir cette naturalisation. Il est pourtant évident, dit-il, qu'avec des semblables charges et chômant souvent comme tailleur d'habits, alors vous allez voir, des fois il est cordonnier, des fois il est tailleur d'habits. Un peu plus fort. Un peu plus fort, d'accord. Tu as un... Non, mais je vais parler plus fort. Je veux pas. Non, ouais, mais... Non, je vais parler plus fort parce que si j'ai le micro, j'aurai les fiches à droite, la main et tout. Comme j'ai que 2 mains, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, euh, je disais, donc, il souhaite obtenir la nationalité pour ne plus être en situation irrégulière, ce qui lui a souvent nui. Dans son dossier, il a eu une amende de 50 francs parce qu'il n'avait pas de papier. Il n'a pas été reconduit à la frontière. De toute façon, en France, on ne reconduit plus à la frontière. Bon, c'est pareil, excusez-moi. Et ça peut nuire à ses enfants, dit-il, parce que ça peut nuire dans leur carrière. Il a perdu tout espoir de retour dans son pays. Il n'a plus de père, plus de mère. Il a encore un frère qui est en Russie. Il a satisfait la loi militaire de son pays, mais il a déserté. Et son gain est très variable et suffit à peine à faire face à ses charges de famille. 3 ans et demi plus tard, donc ça a mis 3 ans, le 17 avril 1908, toute la famille est naturalisée. Esther a 7 ans. Elle est française. Vous le voyez là. Hein, donc, ça, c'est Meyer. Et Rebecca. Et ça, c'est le dossier de naturalisation. Pas le dossier, l'acte de naturalisation du 12 mars 1908. Et ça, c'est la lettre que je viens de vous lire. Alors Meyer, le père d'Esther, est observant. Il compte parmi les 50 000 juifs de Paris, donc 8 000 émigrés d'Europe centrale. Il prie à l'oratoire de la rue Chloé où il réside. Meyer, en fait, n'est pas ni chiffonnier, ni cordonnier, ni tailleur. Il est chameuse à la synagogue. Esther me raconte, c'est Esther qui me raconte, tout l'argent partait pour planter des arbres en Israël et nous vivions dans la misère. Et en 1907, donc un oratoire est ouvert rue Saint-Isore pour les émigrés russes dédaignés. C'est la première synagogue consistoriale de rite polonais russe de la capitale. La synagogue Saint-Isore sera bâtie en 1939 par les architectes Germain Debré et Julie Hirsch. Germain Debré, un aïeul de Michel Debré, le père de la Constitution de 1956. Et c'est dans cette même synagogue qu'Esther se mariera en 1922. Ça, c'est la synagogue actuelle, rue Saint-Isore. Voilà, j'allais dire que jusque-là, tout va bien. Mais parfois, dans les histoires de famille, on occulte des moments un peu glorieux. C'en est un. Je ne vais pas me dérober ce soir. L'aînée de la famille, Marie, a, comme on dit, mal tourné. Elle est née en 1888, elle a 22 ans quand Esther en a 9, et elle pratique ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Et elle a même ouvert une maison close. Et il faut donc le père Meyer se dit il faut sauvegarder la petite dernière. Il faut sauvegarder Esther de l'influence de l'aîné. Et d'autant plus qu'il paraît qu'il y a une autre sœur qui a été entraînée également sur cette mauvaise pente. Alors Meyer décide de mettre sa fille dans une institution israélite à Neuilly. Là, c'est Esther, c'est la photo d'Esther quand elle est dans cette institution. Je ne sais pas, elle doit avoir 11 ans.
12 ans. Elle doit avoir 11 ans ou 12 ans. Alors, l'origine, la maison israélite de refuge pour l'enfance recueillait des jeunes filles juives perdues, puis elle fut ouverte à des orphelines, des enfants abandonnés, des jeunes filles qu'il était urgent de soustraire à de dangereuses influences, à de pernicieux exemples. Et en avril 1910, l'Association pour la protection de la jeune fille, section israélite, voit le jour, dont la présidente est confiée à la baronne de Rothschild. L'association a une action préventive, s'occupe des jeunes filles qui se trouvent dans une situation familiale difficile, ce qui est le cas d'Esther, et elle y résidera jusqu'à ses 21 ans, donc de 9 ans à 21 ans. Vous m'entendez là? C'est bon? Bon. Non, mais je pas mis. Je vais te parler plus fort. Je peux pas. On va le laisser entière. Au cas où. Ok, d'accord. Donc, elle va se marier à 21 ans, et ça sera, j'allais dire, bien entendu, ça sera un mariage arrangé. Ça sera un mariage arrangé, exactement, par les deux familles qui se connaissent. Donc, l'heureux élu s'appelle Hirsch-Wolf. Il est né en Russie le 5 février 1894 dans la province de Kaunas, dans un petit village qui s'appelle Jurberg, en yiddish. La famille Abel est arrivée en 1900 à Paris. La mère de Hirsch, Rachel Kaplan, est matelassière. Le père de Hirsch, Yossel Feivel, est cordonnier, tout comme Meyer, le père d'Esther. Les deux pères ont travaillé certainement ensemble, puis se sont séparés, et puis Yossel Feivel a disparu. Il est parti, plus aucune trace. Je n'ai rien trouvé. J'ai cherché partout. Yossel a disparu totalement. Il a disparu physiquement, dans les archives, et je dirais également pour toute la famille, il a disparu. Donc il a disparu, et il laisse Rachel toute seule avec le petit Hirsch. Elle fait alors des ménages chez des patrons, à 20 centimes de l'heure, jusqu'à tard le soir pour nourrir sa famille. Non. Il est branché là? Ok, alors si vous insistez. D'accord. Vous voulez que je recommence depuis le début? Okay. Donc, elle fait des ménages. Et en 1907, naît un petit garçon, Jacob Kaplan, donc le fils de Rachel et d'un père inconnu. Et 10 mois plus tard, naît Hélène Kaplan, également de père inconnu. Donc, elle va se marier, il fait mari. Ça, c'est la Ketouba qui est au consistoire. Ça, c'est le restaurant chilien où le mariage a lieu. Et vous avez les deux mariés, Hirsch et Esther. Mais pendant ce temps-là, l'histoire continue. Donc, la SDN confirme le mandat d'Angleterre sur la Palestine. S'il te plaît, le son est épouvantable. On entendait mieux avant, maintenant on n'entend plus. On entend On très, entend très mal. Ouais. Excuse-nous. Coupez les micros, le zoom, s'il vous plaît. Et c'est surtout en 1922, c'est le début de l'ère fasciste en Italie. Alors, Esther est mère de famille, mais elle est mère de famille dans des années terribles, qui sont les années 30. Donc, vous voyez, octobre 1929, c'est le crack. C'est le crack boursier. Septembre 1930, le parti nazi devient merci. Ça ne suit pas la technique là. C'est mieux sans. C'est mieux là. On essaye. Voilà, ok. C'est mieux sans. Hein. C'est mieux sans, hein. Non, non, c'est pas. Il y a trop de basse. Essaye celui-là, peut-être.
Il n'y en a pas de troisième. Non? Non. Non. Il faut près ou moins? Comme ça, là, c'est bon là? De loin? De loin? Ok. Bon. Donc, les années 30, janvier 33, l'arrivée de Hitler au pouvoir. Février 34, manifestation anti-parlementaire des groupes d'extrême droite à la Concorde, 16 morts, 600 blessés. Juin 36, arrivée de Léon Blum au pouvoir. Mars 38, l'Allemagne annexe l'Autriche. Septembre 38, l'Angleterre et la France signent les accords de Munich, entérinant l'annexion des Sudètes par Hitler, le démembrement de la Tchécoslovaquie. Novembre 38, en Allemagne, pogrom de la nuit cristal, 267 synagogues incendiées, 91 assassinés, 30 000 internés dans les camps. Voilà, pourquoi j'ai historicisé et contextualisé, parce que les enfants, les 10 premières années, en fait, ils naissent, les 10 et 15 premières années, ils naissent dans ce contexte-là. Donc, il naîtra 2 enfants, André en 1923 et Claudette en 1930. Esther commence à s'émanciper, elle écoute l'opérette, alors que son mari n'aime pas du tout l'opérette, il préfère le boléro de Ravel. Elle commence à travailler et elle pousse son mari à abandonner son métier de maçon pour devenir taxi. Et ils achèteront en 1939 une grande, pas une traction, oui, oui, c'est bon. C'est bon, ça va. C'est là, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Merci. J'ai compris. Et donc, ils achèteront une grande traction. C'est une traction longue. Voilà. Et cette traction, vous allez voir la suite, elle va avoir de l'importance. Donc, Hirsch travaillera la nuit. Et comme ça, Esther est libre dans un couple qui commence un petit peu à battre de l'aile. On continue dans l'historique. Ça continue. Août 39, signature du pacte germano-soviétique. Septembre 39, Hitler envahit la Pologne. La France, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Mai 40, l'Allemagne occupe les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Juin 40, les Parisiens fuient Paris. 14 juin, Paris est occupé. 18 juin, le général de Gaulle appelle à la résistance depuis Londres. 22 juin, signature de l'armistice, institution d'une zone occupée et d'une zone libre. On ne dit plus zone libre, on dit zone non occupée. Voilà, ça c'est une photo de ce qu'on a appelé l'exode des Parisiens, la déferlante. On a appelé ça la déferlante parisienne. Alors, l'attraction, elle a son importance parce que Hirsch, il a une information par un de ses clients avant 39 qui lui dit que pour les Juifs, ça ne va pas aller, ça va être assez difficile. Et il écoute et ce client lui donne une adresse. Et la déferlante, pourquoi? Parce qu'au début du mois de juin, la capitale a déjà perdu 2/3 de ses habitants. Et la banlieue, presque la moitié. 100 000 Juifs auraient emprunté les routes de l'Exode, soit près de la moitié de la communauté juive de France. Et le 10 juin, vous remarquerez les dates. Donc Paris est occupé le 14 juin et ils s'en vont le 10 juin avec une préscience que je ne saurais expliquer. Donc le 10 juin au soir, il quitte Paris dans l'attraction avec à son bord donc Esther, son mari Hirsch, Claudette, sa fille, André, son fils, accessoirement mon père, et un beau-frère, Georges Casse, il faut retenir ce nom, vous allez voir pourquoi, qui est accompagné de sa fille Ginette. Et Georges Casse, il est tout seul, il n'est pas avec sa femme. Parce que sa femme, elle est restée à Paris avec son mari. La pauvre. Voilà, donc ça c'est le 22 juin 1940, signature d'armistice, institution d'une zone occupée
et une zone dite vide, donc non occupée. Donc ils arrivent, je rentre les jeunes parce que, excusez-moi, j'allais dire, c'est surtout pour eux que je parle. Donc ils arrivent au Veurdre qui est juste derrière un pont qui surplombe, l'Allier et qui assure la communication avec la Nièvre. Donc vous voyez, c'est situé juste à la limite de la zone des deux zones. Et ça, c'est important pour la suite des événements et la suite de ce que Esther va faire. Donc, en effet, les informations données par ce client étaient vraiment formidables puisqu'ils sont arrivés là. Donc ça, c'est le Veurdre, le village. Ça, c'est maintenant. Et ça, c'est avant. A priori, il va y avoir les mêmes arbres. Voilà. Donc ça, c'est en fait, c'est la mairie et la mairie et l'école, parce que tout est à côté. Alors, on va faire un petit bond en avant. On est en 2013. On est en 2013. En 2013, et je suis devant la maison, sur le banc, là, ici. Sur le banc, il y a une dame qui n'a pas l'air sympathique, un peu corpulente, même beaucoup, et qui n'a pas l'air sympathique, mais je commence à parler avec elle. Et je lui explique, je lui dis, ma famille a habité là pendant la guerre. Alors elle m'écoute, elle me dit, ah oui, oui, je sais, il y avait une famille juive qui habitait là. On m'a raconté. Je lui dis, mais si vous voulez, j'ai des photos. J'ai des photos de l'époque, de la maison. Donc là, là c'est Esther, là c'est Claudette, avec un petit chien. Là c'est Claudette qui a des fleurs pour les soldats qui sont morts, qui ont protégé le pont en 1940. Ça c'est André avec Claudette. Et le petit On n'entend chien. pas bien. Ouais, je peux pas faire mieux. Euh, donc, il y a un silence. Elle est toujours bougonne. Et puis après ce silence, elle me dit, bon, on y va? Ah bah j'ai dit oui, on y va. Et donc elle m'ouvre la porte. Elle m'ouvre la porte de la maison. Et, et on rentre dans la maison. Tout semble, voilà, c'est les photos de la maison. Je ne vais pas demander la permission de prendre la photo. Tout semble figé. Il y a un violino, il y a un papier avec des fleurs au mur. C'est très obscur, un fatras de livres, des vieux journaux, du linge partout, une petite cuisine minuscule, une gazinière d'un autre temps. Il y a le jardin, et puis à droite de la pièce principale, une chambre avec un lit en fer forgé, une commode de style Louis-Philippe, oui, j'ai reconnu le style, un sèche-linge. Et je me dis, il y a 6 personnes qui ont vécu là. Donc 6 personnes de ma famille. Voilà. Et puis, 3 ans plus tard, en 2016, toujours en juin, je suis avec Madame Berthet, la mère du village, avec elle, je suis chez Monsieur Marcel Viron. Il a plus de 90 ans et il se souvient. Il se souvient de la famille Abel, j'entends la voix du passé dans la mémoire de Marcel. Il se souvient du grand-père qui venait à la pêche, de son fils qui allait au moulin de son père, qui était meunier. Il se souvient de Claudette qui allait à l'école avec lui. Il se souvient que les Abel habitaient la maison d'Antonin Thévenin, le ciseleur. Retenez le nom de Thévenin, il va revenir. Il se souvient que André travaillait dans une ferme, au-dessus du moulin,
Il se souvient qu'il se cachait et ne se montrait pas le soir. Il se souvient qu'en face de la maison, il y avait aussi les paradas, c'est lui qui me dit ça, des collabos. Il se souvient de l'épicier du village qui collaborait aussi avec les Allemands. Et puis il se souvient de ceux qui résistaient, mais il ne se souvient pas d'Esther. Donc, nous sommes en 1940. Le 27 septembre, une ordonnance allemande prescrit le recensement des Juifs en zone occupée. Le 3 octobre, la loi portant statut des Juifs, décret-loi du régime français de Vichy, donne l'ordre d'interner tous les Juifs étrangers. Hirsch est étranger. Esther est française. Ils sont tous français, mais Hirsch est étranger. Donc, de l'autre côté du village, donc à l'entrée du village, il y a le pont. Donc, le village est de l'autre côté du pont. Et la ligne de démarcation, ça c'est aujourd'hui, c'est marqué, la ligne de démarcation est au milieu du pont. Et donc, les Allemands ont enlevé les parcs permettant de passer d'une rive à l'autre et font des patrouilles régulières sur la rive. Éric Allary, l'historien, nous décrit ainsi cette ligne. Le passage clandestin de la ligne de démarcation est l'objet d'une ordonnance allemande en date du 4 octobre, interdisant le passage sans autorisation. Toute personne qui passe sans autorisation la ligne de démarcation dans la zone non occupée, sans l'autorisation prescrite, sera punie. Les peines encourues vont de la simple amende à la condamnation à mort en cas de passage des renseignements. Et évidemment, pour les Juifs, ces risques se doutent de toutes les mesures discriminatoires prises à leur encontre. Bon, on ne voit pas très bien, mais il y a un panneau qui indique spécialement l'interdiction faite aux Juifs de passer la ligne de démarcation. Donc ce passage est donc en théorie infranchissable pour les Juifs. Donc pour Esther, et encore plus pour Hirsch, qui n'est pas français. Mais, novembre 2016, je suis à l'hôtel de Lucy, au Beurre. Je rencontre Simone Buissonnier, 88 ans, la sœur de Lulu, qui était une copine de Claudette, la fille d'Esther. Elle a le dos voûté, elle a une canne, elle regarde les photos, je lui montre. À la photo de Claudette en première communion, elle me dit oh, la pauvre Claudette, elle était devenue catholique. Elle se souvient que son père cachait Esther dans son camion pour passer la ligne de démarcation. Il n'était pas passeur, me dit-elle, mais il le faisait par amitié pour M. Abel. Un an plus tard, en 2017, je suis chez Claudette, ma tante, la fille d'Esther. On parle et elle me dit ah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est au-dessus de mon armoire dans la chambre, que je n'ai pas ouvert depuis 41 ans, c'est-à-dire depuis la mort d'Esther. Donc j'ai une boîte à chaussures, et dans cette boîte à chaussures, il y a un dossier rouge aussi. Et nous découvrons comment Esther pouvait circuler en France sans encombre. Il y a un livret de famille, des copies de certificats de naissance, de mariage, des cartes d'identité. Donc ça, c'est la copie du livret de famille. 2 cartes d'identité. Pourquoi 2 cartes d'identité? Alors pourquoi la carte d'identité? Parce que le 27 octobre 1940, Pétain institue l'obligation d'avoir une carte d'identité pour tous les Français. La première carte d'identité est délivrée le 27 août 1941 à la mairie de Sancoin, à Marguerite Thévenin, qui est née le 17 novembre 1900, donc elle a à peu près le même âge, un an près qu'Esther, au Beurre, domiciliée à Sancoin, à 13 km du Beurre. Alors, fait encore plus incroyable, cette carte d'identité a été renouvelée à Bordeaux le 2 mars 1943. C'est la photo. Les photos, là, c'est les photos d'Esther. Oui, ça,
La photo, c'est Madame Besselier. Donc Esther Abel, mais Michel n'est plus, elle s'appelle Marguerite Thévenin, née Paille. Qu'est-ce que fait Esther Marguerite avec ses faux papiers à partir de 41? Eh ben, elle fait du marché noir, tout simplement. Pour toute illégalité, elle passe la ligne de démarcation. De l'autre côté, il y a un homme qui l'attend, et puis ils font le voyage jusqu'à Troyes, où elle se fournit en marchandises chez André Casse, le frère de Georges Casse, qui est marié avec la petite sœur d'Esther, qui a ouvert une manufacture de bonneterie en 1928 à Troyes. Avec ça. Donc la famille, André Casse, donc, qui cède à Esther des lots de bonneterie haut de gamme, à bas prix, ou peut-être il lui donne, je ne sais pas, qu'elle peut revendre aux Parisiennes, et elle les revend aux Parisiennes sur son étalage, rue Mouffetard. Voilà. Parce qu'elle a un emplacement au coin de la rue de l'Arbalète et de la rue Mouffetard, devant, ici, et elle étale sa bonneterie. Ça, c'est aujourd'hui la rue Mouffetard. Ça, c'est l'usine de Casse, d'André Casse. Et puis, avec le fruit de ces ventes, elle retourne au beurre. Elle prend aussi, comment, je ne sais pas, elle prend de la marchandise et j'ai retrouvé donc des informations comme quoi elle faisait aussi les marchés avec un certain monsieur Dubuis. Mais jusqu'à quand elle peut exercer ce métier? Je me suis penché sur le devenir de l'entreprise Casse, parce qu'il est évident que si c'est une entreprise juive, ça ne pouvait pas durer longtemps. Donc, je me rapporte à un historien, Philippe Herrer, qui a écrit dans un article en 99 que le 4 décembre 1940, un administrateur provisoire est nommé, l'entreprise étant soupçonnée d'être une entreprise juive. Mais M. Casse a la sympathie des industriels troyens, le soutien de ses employés, et il y a un doute sur sa judaïté. De tergiversation, d'administrateur provisoire français, administrateur provisoire allemand, rien ne semble avoir été décidé. Il semblerait qu'au moins jusqu'en 1942, Esther a pu se fournir chez son beau-frère. Alors, pour vous donner une idée, les bars rayonnent au marché légal se vendent aux alentours de 38 francs et au marché noir, 190. Si on considère qu'Esther les achète à un prix dérisoire à son beau-frère, les bénéfices doivent s'accumuler. Et grâce à son courage et son négoce, le logis, les faux papiers et plus tard la pension de sa fille pourront être payés sans souci. Mais le 14, donc ça continue, hein, 1941, avril, c'est la première rafle des Juifs, 14 juin, deuxième statut des Juifs, incluant des conversions, 22 juin, opération Barbarossa, Hitler attaque l'Union soviétique, en décembre, le Japon bombarde Pearl Harbor, les États-Unis déclarent la guerre au Japon, la guerre devient mondiale. Et le 14 juillet 1941, Hirsch est arrêté par la police française en tant que juif étranger indésirable. Il est interné dans différents camps français, et je l'ai vu dans les archives, ces camps où étaient internés des juifs étrangers, on les appelait des camps de Palestiniens. Donc, le dernier en Auvergne, il est interné donc dans le dernier en Auvergne, près de Mauriac, où il s'enfuit en février 1943. Bon, la petite histoire, mais ça j'avais déjà raconté, j'ai été à Mauriac. Il y a bien entendu, sur l'emplacement du camp, il y a un centre commercial, Leclerc, il n'y a aucune plaque, rien. Et si on va sur le site de la mairie de Mauriac, l'histoire de Mauriac s'arrête à Louis XIV. Après, il n'y a rien. Et il y avait 200 juifs étrangers qui étaient internés
à Mauriac. Donc, ils sont venus en février 1943, il remonte à Paris, il va voir sa mère, il va voir sa sœur, et puis avec son demi-frère, euh, qui a une information à Lyon, ils descendent à Lyon, et il se cache, il est caché par la famille Trouchet, charcutier de leur état. Et il va rester donc jusqu'en août 44. En août 44, pour des raisons qu'on ignore, il sort du laboratoire et il est arrêté par les PPF, par la milice française. Il est livré aux Allemands, il est emprisonné à la prison de Montluc, déporté à Auschwitz par le convoi 78, le 11 août 1944. Il est libéré. Bon, entre-temps, le convoi a du mal à arriver. Il y a la sélection. Il est sélectionné. Il a 51 ans, donc il doit être très costaud. Il est sélectionné. Il est Sonderkommando. Ensuite, en octobre, il y a la révolte des Sonderkommando. Donc, il est plus Sonderkommando. Et finalement, il échappe à la marche de la mort et il est libéré le 27 janvier 1945 par les Russes. Et il écrit à ses sauveurs, les Trouchet. Donc ça, c'est sa carte de rapatrié. Ça, c'est son dossier. Donc il écrit aux Trouchet pour leur dire qu'il va bien. Il n'écrit pas à sa femme, il n'écrit pas à son fils, ni à personne. Il écrit à ses sauveurs pour leur expliquer. Et il est rapatrié en juillet. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée par hasard, en fouillant sur Internet, sur le site de Yad Vashem. Donc, il est entouré du staff médical russe et polonais, mais il y a un déporté qui est accroupi et c'est lui. Donc, entre-temps, la vie continue au beurre. L'histoire en mal, conférence de Wannsee, les nazis organisent la solution finale, juin, application du port d'étoile jaune pour tous les juifs de la zone occupée, juillet, arabe du Lviv, 13 152 juifs, dont 4 000 enfants ont été déportés. Et pendant ce temps-là, donc juillet 1942, le 16 avril, le curé du Beurre, Marie, a baptisé Claudette, fille d'Esther, sur les documents du diocèse de Melun que j'ai retrouvés. Les noms ont été francisés pour la bonne cause chrétienne. Hirsch, Denis Albert, Esther, Estelle, et le curé célèbre la communion solennelle dans l'église du Beurre le 24 mai. Voilà, on est sur la photo. Esther, Claudette, André, la copine Lulu, et ça c'est Georges Casse avec le petit chien. Excusez-moi. Et alors, dans les archives de la mairie du Beurre, petite parenthèse, ce qui est formidable en France, c'est que tout est archivé. C'est-à-dire que tout est classé, on peut tout trouver. Il suffit de chercher, de demander. Il y a des gens très sympathiques, très professionnels qui vous renseignent. Donc, à la mairie du Beurre, donc, je retrouve la liste des personnes qui sont éloignées du département. Et je retrouve donc la preuve du départ d'Esther, d'André et de Claudette, donc avec la date 31 octobre 1942, c'est-à-dire 11 jours avant l'occupation de la zone dite non occupée. Comment Esther a su que les Allemands allaient arriver? Encore une fois, elle se sauve, et elle sauve ses enfants, et elle retourne à Paris, mais entre-temps, elle les met à l'abri.
42, au niveau d'histoire, 8 novembre, les troupes débarquent en Algérie, au Maroc. Donc 11 novembre, comme je vous ai dit, la zone est occupée et les enfants sont mis à l'abri. C'est Claudette qui me raconte. Elle témoigne. L'année 1941-42, ma mère m'a mise en pension dans une famille à Lurcy-Lévis, à 15 km du Beurre. Dans un désarroi total, je ne savais pas où elle habitait, ni où était mon frère. J'étais en sixième au cours complémentaire, j'avais faim. J'ai demandé à ma mère de me changer l'année suivante. Je suis allé à Sully-sur-Loire pour les 2 mois de l'été 42, à nouveau dans une famille rétribuée. Puis j'ai poursuivi ma scolarité en 5e, 4e, 3e, à Châteauneuf-sur-Loire, dans 2 ou 3 familles différentes, successivement. Quand Claudette parle de cette période, elle n'a pas le sentiment d'avoir été sauvée, elle a le sentiment d'avoir été abandonnée comme enfant. Ça, c'est la marraine de la communion, Rose Masseret. C'est la marraine de Claudette chez qui elle a été. André, lui, il a 19 ans. Il est en âge d'incorporer les chantiers de jeunesse créés par Pétain pour remplacer le service militaire. Il va préférer l'engagement volontaire dans jeunesse et montagne au détriment des chantiers de jeunesse, dont l'enrôlement était obligatoire. Ça, c'est le règlement de jeunesse et montagne. Donc, malgré, bon, on ne voit pas très bien, dans la 3e ou 4e ligne dans l'encadré, il est bien spécifié que, bien sûr, on ne peut pas être juif pour être enrôlé dans jeunesse et montagne. Donc, malgré le règlement qui n'accepte pas les juifs, il s'y engage, il restera au moins jusqu'en juin 43. Comment a-t-il pu s'engager et être ami? Esther. Esther a-t-elle fait intervenir son autre beau-frère, qui s'appelle Hamel Ben Hamar, vous avez bien entendu, qui est le mari de Sarah, donc une de ses sœurs, qui est le directeur du cirque du même nom, du cirque Hamar. Et il est vraisemblable aussi que André ait été arrêté et que ce soit Hamel Ben Hamar qui l'ait fait libérer. Oui, parce que le cirque, bien entendu, là, tous les cirques ont fonctionné, excepté le cirque Pinder pendant la guerre. Mais en fait, cette association Jeunesse et Montagne, c'est un paravent. En fait, c'est des résistants. Et en fait, quand l'association va être dissoute, pour la plupart, ils vont prendre le maquis et ils vont résister. Ils vont faire partie d'ailleurs des contingents qui ont été régions, mais ils vont, bon, où était Hirsch, mais donc ils ont résisté. Pas André. André n'a pas résisté. Alors, je l'ai évoqué avant, il y a parfois on cache des choses dans les familles, donc je vais continuer de ne rien cacher. Dans les archives de Lyon, on a retrouvé une lettre d'Esther. Le 1er mars 1945. Elle écrit au préfet de Lyon pour avoir des informations sur le sort de son mari. Elle sait qu'il a été arrêté, elle sait qu'il a été arrêté à Lyon. Elle ment sur les motifs de sa demande, mais elle confirme qu'il y a une correspondance avec son mari. Donc elle ment, elle a besoin de connaître où est son mari parce que son fils doit s'engager dans l'armée. Bon, ça, bien entendu, c'est totalement faux. Et le secrétaire de la police lui répond. Ben, il lui répond qu'il n'a aucune nouvelle de Hirsch après sa détention. Et donc, Hirsch a été porté par le convoi 78, je vous l'ai dit, donc libéré par les Russes, revenir. Germaine Casse, qui est resté avec son amant à Paris, le 20 novembre 1943, elle est déportée par le convoi 62, elle ne reviendra pas. Le 3 février 1944, Rachel Kaplan, donc la mère de Hirsch,
Donc la belle-mère d'Esther est déportée par le convoi 67, elle ne reviendra pas. Et Hélène Kaplan a été déportée par le convoi 69 le 7 mars 43. Elle ne reviendra pas non plus. Dans la famille, je n'ai de toute ma vie, jusqu'au décès de Hir, je n'ai jamais entendu parler d'Hélène. Je ne savais pas qu'il avait une sœur. Je l'ai découvert dans les archives. Donc seul Hirsch est sûr, a survécu et est rentré en juillet 45. Et Esther continue sa vie dans les années 50. Donc voilà, 56. J'ai noté 56 parce que ça nous parle, nationalisation du canal de Suez par Nasser. En octobre, l'armée soviétique rentre à Budapest pour réprimer la démocratisation au Congo. En octobre, Israël avec ses alliés, la France et l'Angleterre occupent le Sinaï. C'est un grand succès militaire, un échec diplomatique. On ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, elle divorce en 1946. Et le 8 janvier 1954, elle se remarie avec un monsieur qui s'appelle Raymond Bécane, qui décède en 1955. Elle est toute seule et elle va assumer, comme elle l'a fait depuis toujours, sa vie de femme, libre, indépendante. En juillet 1956, elle a pignon sur rue par l'acquisition d'un commerce pour la modique somme d'1 million de francs, au 1 rue de l'Arbalète, à l'enseigne Falbala. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé dans les registres officiels, les registres de métier du commerce de la ville de Paris. Et l'emplacement rue Mouffetard, elle l'aura à sa fille, et puis ensuite à sa belle-fille, qui travaillera. Sa belle-fille, donc ma mère. Voilà. Alors, là, c'est les photos d'Esther. Donc, jeune, moins jeune, et beaucoup moins jeune, sur la fin de sa vie. Le grand cœur d'Esther a lâché le 21 juin 1976. Elle a traversé le siècle avec toute sa féminité, sa arme pour la vie. Elle a su protéger ses petits dans la nuit de l'horreur. Elle, qui avait oublié son identité, l'a retrouvée un après-midi de Vincennes pour me la rendre. Cette identité a pénétré dans mon exil intérieur. La belle Esther au collier de perles blanches, on le voit sur la photo, ne parlera plus, ne racontera plus sa voix douce de vieille femme. Son samovar, que j'ai toujours, attend le thé des souvenirs, parfum de lavande. Je l'entends dire ce qu'il ne s'est pas dit. À son enterrement, j'ai fait venir un rabbin sur sa tombe au moment des obsèques. Pour moi, pour elle, pour Meyer. L'homme en noir a prononcé des mots que personne n'a compris. Il est là parce qu'il doit être là. Dérangeons les bonnes âmes du présent pour l'avenir de ceux qui ne sont pas encore nés. Mais maintenant, ils sont nés. Nous n'avons pas prononcé le Kaddish, Meyer ne m'en voudra pas. La concession de printemps où elle est enterrée est expirée. Elle ne figure plus dans les registres du cimetière de Pantin. Personne ne peut rajouter de petits cailloux sur sa tombe. Mais ce soir, en ce jour de Yom HaZikaron, elle nous a parlé et envoyé un message d'espoir. Voilà, un message d'espoir, de résistance, de vie. Et je reviens à cette chaise vide, donc je repense à toutes les mamans, toutes les femmes qui attendent le retour de leurs enfants, de leur mère, de leurs fils, de leurs filles. Et j'ai besoin de Jonathan pour faire une bracha pour eux.
Viens, 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 viens. בגלל השבויים והחטופים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יוציאם מחושך וצל מוות, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה. השיטה בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. Alors, restez debout. Merci. Merci beaucoup, Patrick. On n'a pas très bien entendu, mais c'est pas grave. Avec tous les documents, on pouvait suivre quand même. Merci beaucoup. Très, très touchant, très émouvant. Attends, Laurent, ne parle pas, tu passes tout le temps, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, tu veux le micro? Un deuxième. Il y a un deuxième? Oh, quelle organisation. Allumé. Voilà. Je peux simplement te dire que ça m'a énormément parlé, bien sûr, et que S'il vous plaît, s'il vous plaît. mon grand-père avait également un magasin de Minsta qui avait été réquisitionné et qui est revenu ensuite dans la famille. Et ma mère